Il y a actuellement en France près de 3 millions de patients qui sont atteints de maladies orphelines, qui n'appartiennent pas aux grands groupes dont vous avez parlé, patients atteints de maladies infectieuses, patients atteints de cancer et patients atteints de maladies neurologiques. Mais ils sont 3 millions. Donc je voulais savoir si finalement la question de leur double vulnérabilité ne peut pas être posée, du fait de leur nombre relativement restreint dans chacun des cas. Et si des organismes comme le TRT5 ou la NSM ou les associations que vous représentez, madame, se penchent sur ces situations qui les rendent un petit peu éloignés de la recherche pour des raisons diverses, certes méthodologiques, bien sûr, mais pas seulement, je crois. L'effort, je dois le dire, est insuffisant vis-à-vis de la prise en compte de la recherche dans les maladies orphelines. Même s'il est proactif et puissant, et notamment à l'intérieur de ce ministère. Et vous l'avez souligné dès le début, c'est une extraordinaire diversité, souvent des toutes petites associations, le temps à dégager. Voilà, donc on a incité des représentants de toutes les maladies orphelines à fédérer aussi l'approche sur les maladies orphelines à l'intérieur de nos comités d'interface et à l'intérieur de nos commissions. Il faut qu'on aille plus loin, et ça c'est un autre rôle qui n'est pas spécifique à la NSM, pour lequel d'ailleurs on est un peu limite, mais d'inciter vraiment les promoteurs industriels à faire de la recherche sur les maladies orphelines. Et donc, là, c'est au niveau réglementaire, il faut qu'on facilite l'accès. Et je vous incite donc à nous contacter de façon à ce qu'on diffuse au maximum l'information à toutes ces micro-associations qui, elles, ont un lien quand même très étroit avec des personnes qui sont extrêmement isolées et souffrantes. Est-ce que je peux... Pardonnez-moi, vous parliez maladie orpheline ou maladie rare? Parce que... Non. Vous savez, parce qu'on est dans le champ du politique, là. Vous savez que c'est maladie rare, c'est un chiffre. Si vous avez moins de temps de malade, vous êtes une maladie rare. Si vous êtes plus de temps de malade, vous n'êtes plus une maladie rare. C'est pas que l'enjeu, il n'est pas que la recherche, il est aussi par rapport à des tas d'aspects sociaux. C'est étonnant, c'est juste un chiffre, être une maladie rare. Et donc, ce questionnement éthique, il relève aussi du politique, dans le sens où Emmanuel l'abordait ce matin. Vous savez, dans la maladie d'Alzheimer, je connais bien ça parce qu'il y a ces fichus malades jeunes qui ont moins de 60 ans et qui commettent l'erreur irréparable d'avoir une maladie de vieux. Et dans le cadre du plan Alzheimer, par exemple, il y a eu une négociation ahurissante de mesquinerie et de petitesse pour savoir combien il y avait de malades de moins de 60 ans. S'ils étaient inférieurs à 12 000, c'était des malades rares. S'ils étaient supérieurs à 12 000, c'était plus des malades rares. Et la petitesse, quoi, de tout ça est assez frappante. Alors, ce sont des seuils, des barres de seuil qui sont imposées par le politique et le législatif pour des questions pures et simples de tiroir-caisse, de coûts, point. Voilà. On est clair? Voilà. En ce qui concerne le TRT5, il s'est fondé dans un contexte de discrimination. Vous savez que les premières années de l'épidémie, il y avait un contexte de très forte discrimination. Et donc, je pense que quand on évoque les maladies rares, on peut parler d'une discrimination statistique ou une discrimination qui ne dit pas son nom. Après, sur le deuxième point, sur la méthodologie, sur l'activisme, etc., on a déjà échangé avec Marie Lanta de l'INCA à ce sujet-là, sur comment mobiliser les patients dans le temps, etc., comment fédérer, comment se regrouper pour être plus fort. Et c'est exactement notre histoire, parce que, indiscutablement, si nous n'étions pas regroupés, nous n'aurions jamais eu ces résultats. Donc après, il y a une dimension organisationnelle, de fédération, et une dimension éminemment politique. Merci. J'ai lu dernièrement sur les données de l'IRDS, de l'INSEE, que nous avions la première cause de mortalité masculine par cancer en France.
et que nous avions toujours la deuxième cause de mortalité chez la femme, et que la France est malheureusement... la France cumule le taux de décès par cancer le plus élevé de toute l'Union européenne, d'après les données de l'OCDE. Donc, voilà, je me pose la question... La réponse est non, si vous permettez, mais il n'y a pas de triomphalisme à avoir, mais il n'y a pas de défaitisme non plus. Donc c'est vrai que la France n'a pas beaucoup progressé par rapport à d'autres pays qui avaient des taux de survie effroyablement bas, dans la mesure où les patients n'étaient pas soignés. Par contre, les taux en valeur objective sont les mêmes que dans les plus grands pays. Et vu notre accès aux soins, qui est beaucoup plus important que ceux des États-Unis, sont meilleurs. Après, il y a l'exposition à la nature des risques. Les pays où on consomme le plus de certains facteurs de risque qu'il faut quand même citer dans ce ministère, comme l'alcool et le tabac, exposent évidemment des franges beaucoup plus importantes de la population. Voilà, c'est tout. Mais bon, on peut mieux faire. Moi, je suis infirmière en oncologie dans un centre de lutte contre le cancer. On a 25% de nos patients qui sont inclus dans des essais cliniques. Et de ces essais cliniques, il me semble que les patients atteints d'affections psychiatriques sont exclus de façon systématique. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cette discrimination, elle est tout le temps justifiée ? Et est-ce qu'elle est réellement justifiée sur le plan scientifique ? Parce qu'il y a quand même des patients psychotiques qui retournent dans une vie normale et qui sont capables, en effet, de suivre une recherche clinique, d'être inclus. Et puis, quelle est notre responsabilité face à ces patients-là ? Au nom de quoi on les exclut et au nom de quoi on les prive de thérapies innovantes, et quel est notre rôle dans le respect du principe de justice et aussi de dignité, parce que si on agit comme ça, pour moi c'est une façon de hiérarchiser la dignité des hommes. Voilà. La question que vous posez est très importante parce qu'elle va plus loin encore que votre formulation, c'est est-ce que les essais cliniques s'adressent à la population vraie ou en vie réelle ? C'est-à-dire est-ce qu'elle dessine un cadre idéal pour essayer de répondre à une question qui ne sera pas applicable ensuite à un malade psychiatrique ou autre, une personne qui a une autre contre-indication d'éligibilité. Et donc, nous devons faire très attention à ça. Alors, il n'y a pas de formule magique. C'est le rôle des promoteurs académiques que de veiller à ce qu'il n'y ait aucune exclusion pour que ça soit le plus large possible. C'est le rôle des autorités de régulation de l'industrie de veiller quand même à ce que les promoteurs industriels ne définissent pas des situations trop idéales. Et enfin, je voudrais rappeler qu'il existe un format d'essai clinique pas assez utilisé en France, qui s'appelle l'essai clinique d'accès élargi ou expanded access, qui est très ouvert à une grande catégorie de patients dans leur diversité. Ces essais cliniques sont essentiels parce qu'ils permettent de connaître aussi quelle sera l'efficacité du médicament en vie réelle dans la diversité des personnes qui seront partie prenante. Et le dernier point, c'est qu'il faut reconnaître que dans les maladies psychiatriques, il faut aussi qu'on respecte les personnes dans les bénéfices qu'ils pourraient obtenir de cette molécule, mais il faut qu'on respecte aussi l'exposition à des risques qui peuvent être considérables, sinon pas la maîtrise du contrôle de leur traitement. Mais ça, c'est un arbitrage qu'il faut faire de façon individuelle face aux malades, mais il ne faut pas sous-estimer cette réalité, et on n'a pas le droit de mettre les maladies psychiatriques dans un vrac. J'ai une question à poser finalement à Jean-Pierre Fournier pour le TRT5. D'abord, dire que toutes les interventions de ce matin, mais celles de cette table ronde aussi, ont été impressionnantes de qualité. Il se fait que j'ai vécu un peu les premières heures du TRT5 dans mon engagement associatif à Arcade-Sida. Et c'est vrai que les premiers qui ont créé le TRT5 étaient plutôt des gens qui avaient soit une appétence, soit une vraie compétence en matière médico-scientifique. Des gens comme Jean-François Chambon et toutes les personnes qui ont créé ce milieu interassociatif avaient des compétences que, par exemple, je n'avais pas. Et donc, la question que j'aimerais vraiment vous poser aujourd'hui, on voit que notamment la Ligue, mais d'autres instances, et l'INSERM, ont formé des gens qui avaient une certaine naïveté par rapport à ces questions et qui ont acquis des vraies compétences. La vraie question que je me permets de vous poser,
quelle est aujourd'hui cette expertise dont on parle beaucoup, dont on dit qu'elle doit être profane, mais qui est quelquefois finalement très proche de l'expertise scientifique. Comment préserver sa singularité, voilà. Et comment, et c'est la deuxième question, éviter de l'instrumentaliser. Parce qu'on voit aussi dans ces groupes, dans la vie de ces groupes, comment des gens qui sont, je dirais entre guillemets, mais c'est un peu caricatural, jugés partis, ont quelquefois des difficultés à trouver une position. Bref, est-ce qu'à terme, et c'est la même chose, on le voit dans certains CPP, est-ce que les représentants un peu, entre guillemets, naïfs, je mettrais beaucoup de guillemets, de la cité, parce qu'il faut déjà avoir une volonté de rentrer dans ces groupes, est-ce qu'ils restent encore représentatifs de la communauté des personnes malades dans leur diversité? C'est pour ça que j'étais aussi, et je termine sur ce point, attentif. Bon, certains voient dans le discours de Catherine Olivet une certaine sensibilité. C'est vrai, il y a une expression qui est l'expression de Catherine, mais elle dit avec beaucoup de justesse ce qui se passe dans l'intimité, non pas des associations de personnes malades, mais des personnes avec des vécus, des solitudes et des ambivalences particulières. Je pense que dans chaque contexte déjà tous les contextes de pathologie ne sont pas les mêmes, mais pour parler de ce que je connais, VIH-Sida, on est dans un contexte décrit souvent comme apaisé. Le sida est devenu une maladie chronique comme les autres, entre guillemets. Finalement, il y a un petit nombre de malades. On ne parle pas de 3 millions de patients, hein, on parle de 150 000 personnes. Voilà. Donc, en termes de santé publique, ce n'est plus à l'évidence une priorité parce qu'il y a cet arsenal thérapeutique et qu'on a fait de gros progrès, sauf sur la prévention. Après, la question de la mobilisation des malades, elle est stratégique parce que soit on se dit on a un collège de patients qui sont tout représentatifs de la diversité des malades. Et quand je disais qu'au début du TRT5, il n'y avait pas beaucoup de compétences scientifiques, il y en a eu au tout début, mais après, dans l'histoire, on s'est aperçu que sont venus s'agréger des patients qui ont fait des vrais efforts de formation, d'engagement, d'accès à l'information scientifique. Et pourquoi l'ont-ils fait ? Ils l'ont fait aussi parce qu'il y avait un contexte autour, les médias communiquaient autour de ça, qui se sentaient solidaires de leurs proches atteints, etc. Il y a une... si je puis dire, une conjonction de facteurs qui font qu'à un moment donné, les choses prennent, se développent, se structurent, s'organisent, se renforcent. Aujourd'hui, ça reste une question stratégique. Et on sait bien que dans la lutte contre le sida, les associations ne sont pas totalement représentatives. Néanmoins, on pourrait se dire, oh, mais si elles n'étaient pas représentatives, existerait-elle encore aujourd'hui ? Probablement pas. Donc, d'une certaine manière, il y a sûrement une forme de justesse de par le petit nombre de patients dans des associations qui ne représentent pas la totalité. Mais il faut savoir que même ceux qui ne sont pas dans les associations lisent beaucoup, s'informent beaucoup, plus que la moyenne des autres pathologies chroniques, je crois savoir, et bénéficient des services de ces associations, même s'ils n'en ont jamais ouvert la porte. Voilà. Bien. L'ordre, c'est un nom propre. C'est pas un adjectif, donc on est parfaitement susceptible d'aller au-delà si vous l'acceptez. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc simplement pour conclure en 3 mots, on est revenu dans cette deuxième partie de la matinée du général à nouveau à chaque fois au particulier, puisqu'à chaque fois on a repris cette notion du consentement, de la relation directe entre le patient et le médecin. Je ne dirais pas le patient et le médecin, mais entre le patient et les médecins dans leur formation collégiale. Ça, c'est un point qui me paraissait particulièrement important. La déclaration d'Helsinki, qui était assez ésotérique dans le passé, est aussi maintenant très prégnante. Elle mérite encore d'évoluer, bien entendu, et effectivement, elle ne doit pas être vécue comme un règlement d'un gouvernement mondial. C'est une sommation d'idées, c'est essayer de faire grandir le plus petit dénominateur commun pour en faire un plus grand dénominateur. J'ai retenu qu'il y avait quand même une polémique, entre guillemets, entre le consentement éclairé, la décision éclairée et, à défaut, l'assentiment. Il y a peut-être là un sujet de réflexion important concernant les étages de prise en considération de ces terminologies et qui mériteraient d'être plus éclairées et enfin d'être peut-être produits et peut-être aussi voir un peu l'avis des juristes. Les juridiques suivent souvent, ils peuvent parfois précéder nos idées. La conciliation entre la science
Et la pratique médicale, quel dilemme, quel chemin à accomplir. Mais effectivement, on voit quand même qu'il y a d'excellents chercheurs qui sont aussi de bons soignants. Enfin, la fin ne justifiant pas les moyens, comme vous le disiez, je conclurai en vous invitant à revenir à 14h15, que le repas est libre et que nous ne savons pas tout.